Madame la vice-bâtonnière, chers et honorés consoeurs et confrères, chères consoeurs, chers confrères, chers amis, mesdames et messieurs, plus l'accusation est grave, plus le devoir de défendre est grand. Ces mots de Jacques Vergès, ayez-les à l'esprit tout au long de cette soirée. Cette soirée qui a commencé il y a bien longtemps, en 1915, en 1933 ou en 1994. Elle a pour décor les plateaux d'Anatolie, les plaines de Pologne ou les collines du Rwanda. Des décors de rêve qui sont devenus des décors de haine. Ce soir, c'est un voyage bien triste dans les méandres de l'horreur et de l'histoire que nous allons entreprendre. Triste, mais nécessaire. Car l'actualité nous l'a encore rappelé cette semaine, il ne faut pas oublier. Ne pas oublier ces chapitres sombres, dont l'un s'est ouvert voici bientôt 30 ans, le 6 avril 1994, lorsque le président rwandais Juvenal Habyarimana trouvait la mort au-dessus de l'aéroport de Kigali. Un événement qui initia un génocide qui dura à peine 100 jours, mais au cours duquel près de 800 000 Rwandais, Tutsis et Hutus modérés, perdront la vie. Le tribunal international pour le Rwanda, mis en place immédiatement après les événements, n'achèvera ses travaux qu'en 2015, avec un bilan fort critiqué. Il a d'ailleurs été suivi de dizaines de procès au niveau national. En Belgique, le 6e procès Rwanda, 30 ans après, s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de Bruxelles. Ces juridictions, elles n'étaient, et elles ne sont, hélas, pas les premières à être confrontées ainsi au summum de l'abjection. Avant elles, de Jérusalem à La Haye, de Tokyo à Nuremberg, l'humanité, à de multiples reprises, avait déjà eu à juger les hommes. À ces occasions, il a fallu mettre des mots sur l'indicible, trouver le ton et les paroles justes pour décrire l'horreur la plus absolue. Telle fut la lourde tâche de ceux qui, à ces occasions, ont eu à prendre la parole pour que la civilisation reprenne enfin ses droits. Au cours de leur plaidoirie ou de leur réquisitoire, qui furent souvent l'œuvre de leur vie, ces orateurs ont souvent su faire preuve d'un talent à la hauteur de l'ignominie qu'ils avaient à décrire. L'histoire, judiciaire ou non, en a été marquée à jamais. Ce soir, la conférence du jeune barreau vous propose de revivre ces moments d'histoire. Non pas à travers la voix d'avocat, non, ces instants, ils ne sont pas notre apanage, à nous, simples acteurs de justice, mais à travers celle de jeunes talents qui, s'ils sont encore étudiants et malgré leur jeune âge, se distinguent déjà par leur excellence dans l'art oratoire. Actifs au sein de l'association Les Ambassadeurs d'Expression Citoyenne, dont la coordinatrice, Madame Monia Gandhi-Bleu, est présente ce soir et que je remercie pour sa collaboration dans l'organisation de cet événement. Ils sont 5 à avoir accepté de se charger de cette dure mais nécessaire mission. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Zélie Zeltz, Ilyas Boukria, Vinciane Gustin, Inès Madebi, et enfin Arat Terstepania. Ce soir, sur autorisation expresse du bâtonnier, ils seront les seuls à porter la toge. La tâche qui leur a été dévolue est difficile, car restituer l'émotion qui a gouverné ces procès historiques, c'est un exercice qui tient tout à la fois de l'éloquence et de la reconstitution. Dès lors, les textes qu'ils vont vous présenter dans quelques instants, ils se les sont réappropriés, toujours dans l'objectif de l'hommage, sans volonté de trahir.
Dans leur préparation, ils n'ont pas été laissés seuls. Ils sont à ma gauche, lauréats de prix nationaux et internationaux d'éloquence. Ils ont chacun accepté de coacher l'un d'entre eux. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements pour la fin. Et donc, je vous remercie d'applaudir, comme il se doit, Maître Anne-Claire Dombray, Maître Guillaume Snessens, pour la fin. Maître Johan Collard, Maître David Ramer et Maître Karim Sedad. Pour clôturer cette soirée qui s'annonce chargée en émotions, nous laisserons la parole à un homme qui est familier des problématiques que nous allons aborder dans quelques instants. Avocat général à la Cour de cassation, professeur à l'Université catholique de Louvain, il a, 20 ans après avoir instruit différents procès sur le génocide rwandais, consacré le livre « Comment devient-on génocidaire ?» à la question. Monsieur Damien van der Meersch nous fera l'honneur de clôturer cette soirée. Cette soirée, pour nos orateurs comme pour nous, elle est l'occasion de rappeler que l'éloquence, ce n'est pas dire ce que l'on croit, mais croire ce que l'on dit. Que l'éloquence, c'est un petit peu ce qui fait aussi notre métier. Cette soirée, c'est aussi simplement l'occasion de rappeler. Plus l'accusation est grave, plus le devoir de défendre est grand. Vous qui, ce soir, avez accepté de vous glisser un instant dans la peau d'auteur de mots historiques, songez à ceux qui, dans 5, 10, 20 ou 30 ans, se glisseront dans la vôtre et reprendront les paroles de défenseurs de ceux qui, aujourd'hui encore, infligent l'horreur en Ukraine, dans le Haut-Karabakh ou en Israël. Nous allons maintenant écouter le premier duo, composé d'Anne-Claire Dombray et de Hara Terstepania. En 1915, les Arméniens représentent la minorité chrétienne sur le territoire actuel de la Turquie. Un tiers d'entre eux vont périr au cours d'un génocide qui, jusqu'à ce jour, souffre d'un manque criant de reconnaissance à travers le monde. Il coûte la vie à 1 200 000 Arméniens. Il est reconnu à l'heure à laquelle je vous parle par 33 pays. Le chef d'orchestre de ce génocide, celui qui sera rebaptisé des années plus tard le Hitler turc, se nomme Talat Pacha. Il est condamné à mort en Turquie, quelques années après le génocide, mais il quitte le pays et trouve refuge en Allemagne, où on lui donne une fausse identité. Il coule des jours heureux à Berlin, jusqu'en 1921, où son chemin croisera celui de Soromon Téhlirian. Soromon Téhlirian le reconnaît, le suit pendant plusieurs jours, prend en location un appartement situé juste en face de la demeure de Talat Pacha, se procure une arme et le 15 mars 1921 se sert un verre de cognac, le boit, sort de chez lui et abat, au milieu de la rue et devant une dizaine de témoins, Talat Pacha. Le premier procès dont vous entendrez un extrait ce soir n'est pas celui d'un dirigeant d'État, mais celui de ce jeune étudiant. Soromon Téhlirian sera jugé au cours d'un procès spectaculaire et historique qui est considéré aujourd'hui encore comme un des premiers jalons d'une justice internationale pour la pénalisation des crimes d'État. Les médias internationaux rendent largement compte du procès, qui attire l'attention sur le génocide d'une part et sur l'impunité des crimes d'État d'autre part. C'est ce procès qui inspirera des années plus tard le néologisme génocide. Soromon Téhlirian, quant à lui, dont on découvrira finalement des années plus tard qu'il faisait partie d'une opération secrète de vengeance du génocide impuni, sera quant à lui jugé non coupable d'avoir tué Talat Pacha. Son avocat ce soir s'appelle Hara Terstepanian, il est arménien, il a 28 ans. Ce n'est non pas un homme à marier, Sadulcini est là ce soir et m'en voudrait de vous dire ça, mais c'est par contre un homme à engager.
Il est fraîchement diplômé en droit, il a été à sa proclamation il y a 3 heures, et il rêve d'une carrière au sein de notre barreau, en droit pénal idéalement. Il recevra donc avec plaisir, dès demain matin, tous les CV des maîtres de stage qui voudront l'engager. Je vous remercie. Ce Roman Tellerian vient d'Erzincan, où vivaient 20 000 Arméniens et de 25 à 30 000 Turcs. Ses parents appartenaient à la classe moyenne, son père tenait un commerce. Les affaires allaient assez bien dans l'ensemble, c'était une famille paisible, avec beaucoup d'enfants. Jusqu'à ce mois funeste de juin 1915, où la déportation des Arméniens commença. En tête venaient les gens riches et aisés, c'était la première colonne. Tellerian, avec toute sa famille, faisait partie de la deuxième colonne. Il n'apercevait pas le début du convoi, il n'en apercevait pas la fin. Il marchait au centre, aux côtés de sa petite sœur de 15 ans. Il y avait aussi son autre sœur, âgée de 16 ans, et l'aînée, qui avait un bébé. Il y avait aussi les 2 frères, âgés de 22 et 26 ans. N'oublions pas les parents, qui avaient 55 et 50 ans. Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de chemin lorsqu'ils furent attaqués. Par qui ? Par les gendarmes que son Excellence a déjà caractérisés pour nous ici même, mais en même temps, comme c'était toujours le cas, par les premiers venus, principalement des Kurdes et des Turcs. Ces bandits se mirent tout d'abord à exiger les armes. On s'empara même des parapluies, puis on chercha de l'argent, de l'or, des vivres. Chez les femmes, on trouva de quoi satisfaire les bas instincts. Les sœurs de 15 et 16 ans furent traînées à l'écart dans les buissons, et aux oreilles des parents et du frère parvinrent les hurlements des 2 enfants. Ils savaient à présent ce que l'on faisait d'elles. L'accusé aperçut le cadavre de l'une d'elles quelques instants plus tard. Et le frère ? Au frère de 22 ans, on fendit le crâne d'un coup de hache. Devant lui, sa mère s'écroule, apparemment frappée par une balle. Les autres ont disparu. Il ne vit plus rien par la suite car on lui asséna un violent coup sur l'occiput. Il revint à lui vers le soir. Couché au milieu d'innombrables cadavres, il s'orienta dans la pénombre, tenta de retrouver l'un ou l'autre de ses proches. Il n'y avait aucun survivant. Il rassembla donc ses forces et chercha son salut dans la fuite. Il pénétra au cœur de la montagne qu'il connaissait bien. Là-bas, une brave Kurde l'accueillit chez elle, jusqu'à ce que ses blessures fussent cicatrisées, puis il continua sa route et finit par pénétrer en territoire russe après une marche qui dura peut-être 1 mois. La communauté des Arméniens russes l'aida. Il put reprendre ses pérégrinations, se dirigea vers la Perse, où il gagna sa vie en entrant dans une entreprise commerciale. En 1917, Tellerian décida de retourner chez lui à Erzincan afin de voir si quelques membres de sa famille étaient encore vivants et ce qui s'y passait là-bas. Et que trouva-t-il à Erzincan ? De 20 000 Arméniens, il ne restait que 2 familles épargnées grâce à leur conversion à l'islam et quelques isolés. En tout, quelques 20 personnes sur 20 000. Messieurs les jurés, dans le questionnaire qu'on vous donnera, il ne vous est pas demandé « l'accusé a-t-il tué Talat Pacha ?» mais « l'accusé est-il coupable d'avoir tué Talat Pacha ?» Que l'accusé doit être acquitté, tout homme de cœur le ressent. La seule difficulté vient de votre scrupule. Cet acquittement est-il juste du point de vue juridique ? Ne devons-nous quand même pas condamner cet homme qui en a tué un autre ? Nous sommes des juges du droit. Nous avons juré de faire régner la justice. Et nous n'avons pas de ce fait le droit d'acquitter un meurtrier. C'est pour cela que je vous dis non. Ce serait, du point de vue du droit, une décision fausse. D'après notre juridiction allemande, nous devons acquitter l'accusé. Ce qui est sentiment humain ici coïncide, par hasard, avec le droit allemand. Quand je vous disais que le questionnaire demandait « l'accusé est-il coupable ?» je répète que dans le mot « coupable » sont compris divers moments qui tous sont envisagés par le Code pénal. Le paragraphe d'après lequel doit tomber votre verdict est le suivant. Celui qui tue un homme de propos délibérés sera condamné à mort si l'acte
a été commis avec préméditation. Supposez que vous répondiez oui à la question. Supposez que la tête de Sir Roman Tellerian tombe sous la hache du bourreau. Et supposez que de nouveaux éléments intervenant, quelqu'un retourne l'accusation contre le bourreau. Celui qui tue un homme de propos délibérés sera condamné à mort si l'acte a été commis avec préméditation. Devez-vous, messieurs, condamner à mort le bourreau ? Il reste un détail, à savoir que beaucoup de paragraphes du Code pénal n'indiquent pas expressément que la culpabilité est indépendante de l'illégalité. Ajoutez celui qui tue illégalement, alors ce sera juste. La Cour doit juger, elle doit appliquer la justice. Nous, les défenseurs, avons dit assez souvent que nous n'implorions pas la grâce, que nous ne voulions pas faire appel à votre sensibilité, mais que nous voulions que fût appliquée la loi. Dans le cas présent, le Code pénal consiste à dire non à la question de la culpabilité, car au moment où l'accusé est descendu dans la rue et a visé sa victime, il n'était pas coupable. Il n'était pas coupable car il n'avait plus son libre arbitre. Pouvez-vous affirmer en toute conscience que l'accusé était capable, que l'accusé était libre de prendre une décision nette à l'instant où il voit Talat sortir de la maison et où il prend la détermination de le tuer ? Ou, au contraire, à ce moment-là, ne sont-ce pas les terribles souvenirs des massacres qui lui font saisir le pistolet ? Je tiens pour impossible que l'on puisse affirmer le contraire. Je crois avoir assez fait pour vous faciliter la tâche et pour vous permettre de prendre position. Sous le ministère de Talat Pacha, une mer de sang a coulé d'au moins 1 million d'Arméniens, d'enfants, de femmes, de vieillards et d'hommes valides. À cela s'ajoute la goutte de sang de la Hardenbergstrasse. Ce n'est pas Sir Roman Tellerian seul qui est descendu, avec lui sont descendus les millions d'opprimés de tous les siècles. Il portait avec lui l'étendard des opprimés, l'étendard de sa famille déshonorée. Voilà ce que vous devez vérifier à la lumière de la science médicale, à la lumière de la science judiciaire, mais surtout à la lumière de votre esprit juste et raisonnable. C'est pour cela, et là nous sommes d'accord avec monsieur le procureur, que nous ne formons qu'un seul souhait. Laissez agir librement votre cœur en accord avec la justice. Que vous disiez oui ou non, nous nous rallierons à votre jugement. Nous aimerions seulement éviter un malentendu. Il ne faut pas penser que parce que quelqu'un a été tué, il faille déclarer coupable celui qui a tué. Ce faisant, vous sortiriez du cadre du Code pénal. Ce qui serait terrible, ce serait qu'un tribunal ajoutât encore une blessure au destin de cet homme déjà si tragiquement meurtri. J'espère que vous, messieurs les jurés, vous méditerez ces pensées. Nous autres avocats, nous n'avons que le modeste devoir de faciliter votre jugement. Nous allons maintenant écouter le deuxième duo, composé de Vinciane Gustin et de Johan Collard. Règne de la terreur, militarisme sauvage, haine raciale, guerre d'agression. Ces mots ne sortent pas du fil de l'actualité récente. Ils ont été prononcés il y a près de 80 ans, le 20 novembre 1945, à l'ouverture du procès de Nuremberg, alors que le régime nazi venait de mettre à feu et à sang l'Europe tout entière et d'exterminer 6 millions de Juifs. À l'époque, les nations victorieuses s'étaient levées pour repousser
à jamais dans le labyrinthe de l'histoire les courants maléfiques, les influences néfastes qui avaient causé une telle tragédie. C'est dans cet esprit que s'est tenu le procès de Nuremberg, et c'est à cette occasion qu'ont été avancés pour la première fois les chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes contre la paix. Ce grand procès n'était-il au fond qu'une justice des vainqueurs? Certains l'ont pensé. Dans la foulée de Nuremberg, un juge du tribunal militaire de Tokyo ira jusqu'à déclarer que seule la guerre perdue est un crime international. Pour Robert Jackson, procureur américain à Nuremberg, il devait en aller autrement. La puissance des vainqueurs devait les conduire à opposer à la cruauté de leurs agresseurs non pas la vengeance aveugle, mais le droit des gens, les principes de la présomption d'innocence et les droits de la défense. Une approche insigne, suivant laquelle le procureur Jackson entendait faire de Nuremberg non pas une justice pour l'exemple, mais un exemple de justice. Je cède la parole à la très talentueuse Vinciane Gustin, étudiante en droit de 3e année, finaliste du concours d'éloquence réciproque 2023, une oratrice inspirée qui a fait ses premières armes au théâtre. Elle va vous livrer un extrait de la déclaration du procureur Robert Jackson à l'ouverture du procès de Nuremberg. Messieurs de la Haute Cour, le privilège d'ouvrir la première audience du procès des crimes contre la paix mondiale entraîne une lourde responsabilité. Les méfaits que nous avons à condamner et à punir font preuve d'une telle vilainie et ont été si nuisibles que la civilisation ne pouvait se permettre de passer outre, parce qu'elle ne pourrait continuer à exister si jamais il devait se répéter. Cette procédure, quoique nouvelle et expérimentale, n'est pas le produit de spéculations arbitraires. Elle n'a pas non plus été instituée pour justifier certaines théories juridiques. Ce procès est un essai pratique de 4 des plus puissantes nations, soutenues par 15 autres, d'employer le droit des gens pour faire face à la plus grande menace de notre époque, la guerre d'agression. Au banc des accusés ne figurent pas seulement ces 20 hommes, accablés et accusés autant par l'humiliation de ceux qu'ils dirigeaient que par la misère de ceux qu'ils ont attaqués. Leur pouvoir personnel de faire le mal est à jamais écarté. À voir ces tristes personnages au banc des accusés, il est difficile de se les représenter au temps où dirigeant le parti nazi, ils régnaient sur une grande partie du monde et en menaçaient le reste. En tant qu'individus, ils intéressent peu. Ce qui donne à cette audience une telle importance, c'est que ces accusés représentent des influences néfastes qui, longtemps après que leurs corps seront tombés en poussière, alarmeront toujours le monde. Ils sont les symboles vivants de la haine raciale, du règne de la terreur, de l'arrogance et de la cruauté. Ils sont les symboles d'un nationalisme et d'un militarisme sauvage, d'intrigues et de préparatifs à une guerre au cours de laquelle des générations entières en Europe ont été transplantées, des hommes exterminés, des foyers détruits et toute l'économie appauvrie. Notre civilisation ne pouvait admettre aucun compromis avec ces courants maléfiques, qui ressurgiraient avec un élan nouveau, si nous n'opposions à ces hommes en qui ces courants subsistent toute notre force et notre puissance. Ce que ces hommes représentent, nous allons vous le dévoiler avec patience et modération. Nous allons vous donner des preuves irréfutables des actes inqualifiables qu'ils ont commis. Ces hommes ont établi en Allemagne, sous le principe d'un chef unique, un règne de terreur nationale socialiste qui n'a trouvé d'égal que du temps des dynasties de la vieille Asie. Ils ont enlevé au peuple allemand toute dignité et toute liberté. En échange, ils ont provoqué en lui une haine profonde et satisfaite contre les Juifs, les catholiques et beaucoup d'autres. Ils ont poussé au paroxysme l'amour-propre du peuple allemand qui prétendait représenter une race de seigneurs et réclamait pour d'autres un esclavage complet. Ils ont entraîné leur peuple à jouer son va-tout pour prendre la domination du monde. Ils ont écrasé leurs voisins. Pour assurer la marche de leur machine de guerre, ils ont réduit en esclavage des millions d'individus et les ont déportés en Allemagne, où ces malheureux errent encore aujourd'hui comme des sans-patrie. À la longue, leur cruauté et leur fourberie ont pris une ampleur telle que, devant le danger, les forces somnolentes de la civilisation se sont réveillées. Les efforts communs ont mis en pièces la machine de guerre allemande. La victoire a vu une Europe libre mais agonisante. Telles sont les conséquences de la néfaste puissance que représentent les hommes assis ici devant nous, au banc des accusés. Avant de débuter par les détails de l'acte d'accusation, il est important que nous abordions ici quelques considérations d'ordre général qui pourraient disqualifier ce procès aux yeux de l'opinion publique.
Deux questions principales se posent. C'est aux vainqueurs de juger le vaincu, ou faut-il laisser à ces derniers la tâche de faire justice eux-mêmes? Si ces hommes sont les premiers chefs de guerre d'une nation battue à être poursuivis au nom de la loi, ce sont aussi les premiers à qui l'occasion soit offerte de défendre leur vie au nom de la loi. Vraiment, le statut de cette cour qui leur permet de se défendre est aussi leur seul espoir. Bien qu'en fait, l'opinion publique ait déjà condamné leurs actions, nous convenons qu'ils doivent ici être présumés innocents et nous acceptons la charge de prouver le caractère criminel de leurs actes et la responsabilité de chacun d'eux dans la perpétration de ces actes. Nous les accusons pour leur conduite préméditée et calculée, répréhensible aussi bien sur le plan moral que juridique. Nous n'entendons pas par là une conduite naturelle et humaine. Beaucoup d'entre nous auraient pu agir ainsi s'ils s'étaient trouvés dans la situation des accusés. Ce n'est pas d'avoir cédé à des faiblesses humaines que nous les accusons. C'est leur conduite anormale et inhumaine qui les a conduits au banc des accusés. Nous ne vous demandons pas de condamner ces hommes d'après le témoignage de leurs ennemis. Il n'y a pas de chef d'accusation qui ne puisse être prouvé par des livres ou des archives. Les Allemands ont toujours été des archivistes méticuleux et les accusés partageaient l'amour teuton de tout enregistrer. Malheureusement, la nature de ces crimes est telle que et l'accusation et le jugement seront imposés par les nations victorieuses à leur ennemi vaincu. Le caractère mondial des actes d'agression commis par ces hommes n'a laissé que quelques pays réellement neutres. Ou bien les vainqueurs doivent juger les vaincus, ou bien nous devrons laisser aux vaincus le soin de prononcer leur propre jugement. Après la Première Guerre mondiale, nous avons appris combien il était futile de se fier à cette seconde solution. Par suite de la situation importante occupée par ces accusés, de la notoriété de leurs actes et de la possibilité de représailles qui découlent de leur conduite, il est difficile de distinguer s'il s'agit d'une punition juste et mesurée ou de cris de vengeance dus aux angoisses de la guerre. Notre tâche, dans la mesure où cela est humainement possible, sera de faire ces distinctions. Il ne nous faudra jamais oublier que les faits sur lesquels nous jugeons ces accusés aujourd'hui sont ceux mêmes sur lesquels l'histoire nous jugera demain. Il faut dans notre tâche que nous fassions preuve d'une intégrité et d'une objectivité intellectuelle telle que ce procès s'impose à la postérité, comme ayant répondu aux aspirations de justice de l'humanité. Cette guerre ne fut pas un fait du hasard. Elle fut préparée et préconçue pendant longtemps avec habileté et ruse. Le monde n'a peut-être jamais été témoin d'une telle concentration, d'une telle élimination des énergies d'un peuple que celles qui ont permis à l'Allemagne, 20 ans après sa défaite, son désarmement et son démembrement, de presque arriver à réaliser son plan de domination en Europe. Quoi qu'on puisse dire des responsables de cette guerre, ils avaient réalisé une organisation étonnante, et notre premier travail est d'étudier les moyens par lesquels les accusés et leurs complices ont participé et incité l'Allemagne à faire la guerre. En général, nous montrerons qu'à un moment donné, ces accusés ont tous été d'accord avec le parti nazi pour un projet qu'ils savaient ne pouvoir accomplir que grâce à une déclaration de guerre en Europe. La mainmise sur l'État allemand, leur assujettissement du peuple allemand, leur terrorisme et l'extermination d'éléments dissidents facilitèrent leur projet et la déclaration de guerre. Leur inhumanité calculée et organisée dans la conduite de la guerre, leur cruauté réfléchie et organisée envers les peuples conquis, tels sont les buts pour lesquels ils agirent de concert. Tout ce qui constitue les phases de la conspiration qui n'atteignait un but que pour s'élancer vers un autre but plus ambitieux. Nous vous montrerons comment toute l'organisation des bureaux et du personnel était consacrée à des visées criminelles et vouée à utiliser des méthodes criminelles établies par les accusés et leurs complices dans la conspiration. Mon intention est d'ouvrir le procès sous le chef numéro 1 de l'acte d'accusation et de traiter du plan commun de conspiration pour obtenir des résultats qui n'étaient possibles qu'en recourant à des crimes contre la paix, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Je n'insisterai pas sur les actes individuels de cruauté et de perversion qui ont pu se produire indépendamment du tout plan central. L'un des dangers permanents de ce procès est qu'il ne soit prolongé par les détails de torts particuliers et que nous nous perdions dans un amas de cas individuels. Le programme nazi fut reconnu dès le commencement comme un programme désespéré d'un peuple qui souffre encore des suites d'une guerre perdue. Les buts du programme nazi ne pouvaient être atteints que par une nouvelle guerre plus heureuse. La réponse des conspirateurs au problème allemand n'était rien d'autre que le plan de reconquérir les territoires perdus lors de la Première Guerre mondiale et d'annexer d'autres territoires de l'Europe centrale par l'expropriation ou l'extermination de ceux qui les habitaient. En même temps, ils conçurent le plan de détruire les peuples voisins ou de les affaiblir continuellement afin de parvenir à dominer réellement l'Europe et sans doute le monde entier. Durant cette époque, il y eut 2 gouvernements en Allemagne, le gouvernement officiel et un gouvernement illégal. Pour la forme, la République allemande a été maintenue pendant un certain temps, mais la véritable autorité de l'État était en dehors et au-dessus de la loi. Le 27 février 1933, le Reichstag fut détruit par un incendie. La disparition de ce symbole d'un gouvernement parlementaire libre vint en temps opportun pour les nazis. D'ailleurs, on admet généralement que ce sont eux qui mirent le feu. Des arrestations secrètes de durée indéfinie, sans accusation, sans preuve, sans interrogatoire et sans défenseur devinrent des méthodes courantes pour faire subir aux individus que la police nazie suspectait ou qui lui étaient désagréables les traitements les plus inhumains.
Aucun tribunal ne pouvait intervenir, ordonner une mise en liberté ou la révision des mesures adoptées. La conspiration nazie n'a pas seulement essayé de supprimer toute opposition, elle a aussi cherché à détruire tous les groupes qui n'envisageaient pas comme elle l'autorité de l'État. Le but essentiel était l'extermination complète du peuple juif comme mesure préparatoire à la guerre et pour intimider les peuples vaincus. Le plan d'extermination des Juifs a été appliqué avec une telle méthode que malgré la défaite et l'écrasement des nazis, ces derniers ont atteint quand même les buts qu'ils s'étaient proposés. Il ne restait en Allemagne que des vestiges de la population juive. Dans les pays occupés par l'Allemagne, 60% environ des Juifs ont été exterminés. Plus de 4 500 000 sont portés disparus. L'histoire ne connaît pas de crime dirigé contre autant de victimes et commis avec autant de cruauté. Il vous sera tout aussi difficile qu'à moi de lire sur les visages de ces accusés qui nous ont été capables, au XXe siècle, d'infliger à leurs propres compatriotes des prétendues minorités, des cruautés et des souffrances comme celles que nous allons vous montrer ici. L'accusé Streicher était parmi les nazis, le chef de la clique antisémite. Il a déclaré le 24 février 1942 que le juif devait être exterminé. Le 4 novembre 1943, Streicher déclarait ailleurs que les juifs avaient disparu d'Europe et que le lieu de rassemblement de la peste juive, qui a déferlé sur l'Europe pendant des siècles, avait cessé d'exister. L'accusé Hans Frank, un avocat de profession, comme je dois le constater non sans confusion, écrivait en 1944 dans son journal particulier « Les Juifs sont une race qu'il faut exterminer. Chaque fois que nous en trouvons un, c'est sa mort. » Je pourrais m'étendre indéfiniment sur des déclarations de ce genre, mais je laisse à l'accusation spéciale le soin de nous entretenir des résultats qu'ont eu toutes ces mesures. Les mesures les plus sévères contre les Juifs ne reposaient sur aucune loi. La loi elle-même a jusqu'à un certain degré servi de prétexte. Par exemple, les célèbres lois de Nuremberg du 15 septembre 1935 ont servi de prétexte à toutes sortes de persécutions et de massacres. Les Juifs ont été enfermés dans des ghettos et astreints à des travaux forcés. On leur a défendu de continuer d'exercer leur profession. On leur a défendu toute vie culturelle, la presse, le théâtre, le cinéma et les écoles. Heydrich, chef de la Gestapo, envoya à tous les services de la Gestapo et du SD par télétype des instructions et des prescriptions suivant lesquelles il importait d'accélérer la destruction des biens et la déportation des Juifs. Le plan nazi était d'appliquer ces mesures d'extermination à toute l'Europe et, si possible, dans le monde entier. À l'ouest, les Juifs furent assassinés et leurs biens confisqués. Mais c'est à l'est que la campagne a atteint son point culminant de bestialité. Les Juifs de l'Est eurent à subir des persécutions qu'aucun peuple n'a jamais eu à endurer. Des projets spéciaux ont été établis en vue de leur extermination. Si j'avais à décrire ces atrocités, vous ne me croiriez point. Heureusement, il suffit de me servir de ce qu'ont dit les Allemands eux-mêmes. Nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil sur les innombrables rapports, ordonnances et instructions qui sont tombés entre nos mains. La rage et la bestialité hitlérienne ne connaissaient point de bornes. Tous les accusés ici présents ont été complices de l'accomplissement de ce plan nazi qui prévoyait l'extermination totale de la race juive. Je suis persuadée que plusieurs de ces hommes ont entrepris des démarches personnelles pour soustraire quelques juifs de leur connaissance au sort qui les attendait. De temps à autre, quelques-uns déclarèrent que ces atrocités allaient trop loin et dépassaient les directives générales. Quelques accusés essayeront maintenant de prouver qu'ils ont élevé des objections contre l'extermination systématique des Juifs. Et je n'ai jusqu'à présent découvert aucun document prouvant qu'un seul de ces accusés se soit élevé personnellement contre ces mesures. Aucun n'a même recherché à atténuer la rigueur des prescriptions. Il existait beaucoup de divergences entre les accusés au point de vue politique et intérieur, mais il n'en est aucun parmi eux qui a appliqué la maxime « Allemagne, révèle-toi, et toi, Israël, crève ». Ce procès fait partie des efforts accomplis pour assurer la paix à l'avenir. Quoique les accusés et les accusateurs publics ici présents soient des personnes individuelles, il ne vous appartient pas, messieurs les juges, de faire triompher l'un de ces groupes. Au-dessus de toutes ces personnalités se trouvent des puissances anonymes et impersonnelles dont les conflits font une grande partie de l'histoire de l'humanité. Il vous appartient de protéger par application de la loi l'une ou l'autre de ces puissances, et ceci, au moins pour une nouvelle génération. Quelles sont les véritables forces qui se trouvent devant vous ? Aucun sentiment d'amour du prochain ne peut changer ces accusés. Ces forces qui tireraient leur profit de votre verdict s'il leur était favorable et qui se réjouiraient de celui-ci sont celles de la dictature et de l'oppression, de la méchanceté et de la passion, du militarisme et des hors-la-loi. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Leurs actes ont plongé le monde dans le sang et retardé d'un siècle la marche de la civilisation. Elles ont infligé à l'Europe toutes les tortures et toutes les violences. Ils lui ont fait subir tous les pillages que la cruauté, la cupidité et l'insolence ont pu dicter. Elles ont mené le peuple allemand au plus bas échelon de la misère. Elles ont semé partout la haine et la violence. Voici les forces qui se trouvent sur le banc des accusés, incarnées par ces hommes-là. La véritable accusatrice est la civilisation. Les accusés n'ont plus qu'un seul espoir, celui que le droit des gens soit resté tellement en retard sur la marche de l'humanité qu'un crime selon la conscience ne soit pas considéré comme tel devant la loi.
La civilisation se demande si la justice est tellement arriérée qu'elle se trouve complètement impuissante devant des crimes d'une telle ampleur et commis par des criminels d'une telle envergure. La question n'est pas de savoir comment rendre la guerre impossible, mais comment une procédure, fondée sur le droit des gens, pèsera dans la balance pour préserver désormais la paix et pour permettre aux hommes et aux femmes de bonne volonté de vivre libres et sous la protection de la loi. Nous allons maintenant écouter le troisième duo composé de Inès Madébi et de Guillaume Snessens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann est le responsable de la logistique de la solution finale. Étrangement, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Eichmann réussit à se cacher 5 ans en Europe sous une fausse identité et rejoint en 1950 l'Argentine. 10 ans plus tard, il est retrouvé, il est interpellé et exfiltré vers Jérusalem. Son procès s'ouvre donc 15 ans après celui de Nuremberg, dont vous venez d'entendre un extrait. C'est le 11 avril 1961 que le procès d'Adolf Eichmann se tient à Jérusalem dans une salle de spectacle de la Maison du Peuple. Il est filmé par les caméras du monde entier. Le procureur général d'Israël, Gideon Hausner, prononcera un texte dont un extrait sera ici interprété par Madame Inès Madébi. Madame Madébi, originaire de la Louvière, exerce la profession d'assistante sociale auprès de jeunes mineurs étrangers non accompagnés. Madame Madébi, c'est un mélange de sensibilité et de fermeté, de jeunesse et de maturité. Madame Madébi, c'est une jeune du XXIe siècle, de ce siècle. Vous le connaissez comme moi, ce siècle, qui commence à connaître son lot d'horreurs. Madame Madébi, l'espace d'un instant nous replongera dans le siècle précédent, dans l'espoir encore que ce rappel permettra de nous éviter de replonger dans les erreurs du passé. Madame Madébi. Me tenant ici devant vous, pour diriger les poursuites contre Adolf Eichmann, je ne me tiens pas seule. Se tiennent à mes côtés en ce moment 6 millions d'accusateurs. Mais ils ne pourront pas se lever pour pointer un doigt accusateur vers la cellule de verre et crier à la personne assise là « J'accuse ». Parce que leurs cendres sont entassées sur les collines d'Auschwitz et dans les champs de Treblinka, emportées par les rivières de la Pologne, et que leurs tombes sont dispersées à travers toute l'Europe. Leur sang hurle, mais leur voix n'est pas entendue. C'est pour cela que je serai leur porte-parole, et en leur nom, je livrerai ce terrifiant acte d'accusation. Le livre des chroniques du peuple d'Israël est plein de souffrance et de larmes. Le commandement « Dans ton sang est ma vie » accompagne ce peuple depuis son apparition sur la scène de l'histoire. Pharaon en Égypte décida de le torturer et de jeter ses fils dans le Nil. Aman ordonna son extermination, Khmelnytsky en massacra des dizaines de milliers et Petliura mena des pogroms contre lui. Mais tout au long du parcours ensanglanté de ce peuple,
depuis qu'il s'est constitué en peuple jusqu'aujourd'hui. Nul n'est parvenu à faire ce que le régime criminel d'Hitler et ce qu'Adolf Eichmann, le bras de ce régime, ont fait pour exterminer le peuple juif. Dans les annales des nations, il n'existe aucun autre exemple où un acte d'accusation tel celui présenté ici pourrait être prononcé à l'encontre d'une personne. Même les méfaits les plus terribles, les plus glaçants, les plus horrifiants de Néron César, Attila, Gengis Khan, ces figures horribles de la barbarie et de la soif de sang pâlissent devant les horreurs et les images d'anéantissement qui vous seront présentées dans ce procès. À l'aube de l'histoire, il y eut des exemples de guerres d'extermination, lorsqu'une tribu attaquait une autre tribu pour l'anéantir et où, dans le tourbillon de la guerre et le feu des batailles, des peuples furent massacrés ou déportés. Mais dans nos temps modernes, il est arrivé qu'un système d'État s'est dressé contre une population tranquille, pacifique, sans défense, contre des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants et des bébés, les a enfermés dans des camps, les a entourés de murs, les a clôturés de grillages électrifiés et a décidé de les détruire complètement. Il a fallu atteindre ce XXe siècle pour assister de nos propres yeux à un nouveau type de meurtre. Un meurtre nullement dû à un embrasement momentané des passions ou à un égarement mental, mais résultant d'une décision planifiée, d'une planification parfaite. Non pas selon un complot individuel, mais dans une conspiration criminelle colossale à laquelle des milliers de personnes ont participé. Non pas contre une victime que l'assassin a décidé d'arracher au monde, mais contre un peuple entier. Dans ce procès, nous rencontrerons également un nouveau type de meurtrier. Celui qui exécute l'œuvre sanglante, assis derrière son bureau, l'accomplissant rarement de ses propres mains. Bien que nous connaissions avec certitude un cas dans lequel Adolf Eichmann a battu à mort un garçon juif pour avoir osé voler des cerises dans la cour de sa maison à Budapest, c'est de sa bouche que partit l'ordre d'utiliser les chambres à gaz. C'est son appel téléphonique qui envoya des trains au centre d'extermination. C'est sa signature qui condamna des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes. Il dirigea et commanda, et en vertu de son commandement, les soldats firent irruption pour expulser les Juifs de leur maison, les battre, les torturer, les enfermer dans des ghettos, les marquaient du signe d'infamie, les dépouillaient de leurs biens, et enfin, après qu'ils furent torturés et pillés, après que tout leur fut extorqué jusqu'à leurs cheveux, ils furent conduits en masse à la mort. Leurs cadavres aussi avaient de la valeur. Les dents en or et les alliances leur furent arrachées. Eichmann se décrirait comme un zélé de l'ordre. Un col blanc pour qui la décision d'extermination était un morceau de papier dont le contenu devait être exécuté. Mais ce fut lui qui planifia, organisa et ordonna de déverser un océan de sang par tous les moyens du meurtre, du vol et de la torture. C'est pour cela qu'il est jugé comme s'il avait étranglé de ses propres mains, comme s'il avait poursuivi à coups de fouet dans les chambres à gaz, comme s'il avait tué d'une balle dans la nuque et qu'il avait poussé dans la fosse commune à ciel ouvert chacune des millions de personnes massacrées. C'est ainsi qu'il sera jugé aux yeux de la loi. Et c'est ainsi qu'il sera jugé selon tous les critères de la morale et de la conscience. Et ses complices dans le crime, ce n'étaient pas des bandits ou des gens de la pègre, mais des dirigeants d'une nation, parmi lesquels des professeurs, des érudits, portant des toges et titulaires de diplômes universitaires, des polyglottes, des éduqués, ceux qu'on appelle intelligence. Ces professeurs, ces médecins, ces avocats, ces banquiers, ces économistes, nous les rencontrerons dans les mêmes conseils où il fut décidé d'exterminer Israël. Parmi les commandants et les vainqueurs de l'œuvre du meurtre, nous les rencontrerons dans toutes ces incarnations de la terreur et de l'horreur. Cette décision meurtrière, prise de sang-froid et calmement, d'exterminer une nation et de l'éradiquer de la face de la terre, est un acte d'une terreur indescriptible en mots.
Ici, nous parlerons d'actions qui dépassent la perception humaine. Mais c'est ce qui fut. La condamnation à mort fut prononcée contre des millions de personnes. Non pas pour un péché qu'ils commirent, non pas pour un acte qu'ils firent, mais uniquement en raison de leur appartenance au peuple juif. Ce crime sans précédent, commis par un Européen du XXe siècle, a mené à la définition d'un concept criminel dont l'humanité ne connaissait pas l'équivalent, même dans les temps les plus sombres. Le génocide, crime d'extermination d'un peuple. Après la chute de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, l'humanité décida de recourir à des mesures de protection afin de garantir que les guerres et leurs horreurs ne se reproduisent plus. Mais l'Holocauste du peuple juif ne fut jamais la préoccupation centrale de ces tribunaux. C'était l'un des sujets abordés, un sujet parfois noble, toujours horrifiant, mais jamais central. Parce que les criminels étaient accusés de crimes contre les membres de nombreuses nations différentes. Il n'y avait qu'un seul homme, un seul, dont la main s'était portée presque exclusivement sur les Juifs. Son rôle était de les exterminer. Cet homme, c'est Adolf Eichmann. Rappelons-nous que le rôle joué par l'accusé, rôle qu'il considéra pendant des années comme une vocation, une mission pour laquelle il œuvra avec un enthousiasme et un dévouement sans fin, fut l'extermination des Juifs. Aujourd'hui encore, et certainement dans les jours à venir, les gens se demanderont « Mais comment cela a-t-il pu arriver ?» Comment de tels crimes ont-ils pu être commis au milieu du XXe siècle? Lors des procès de Nuremberg, les juges se posèrent cette question. Ils l'examinèrent sous différents angles, formulèrent des hypothèses intéressantes, mais aucune réponse complète et plausible ne fut donnée. Je crains que même nous, dans ce procès, nous ne puissions découvrir les racines du mal. Ce sera certainement aux historiens, aux sociologues, aux écrivains et aux psychologues qu'incombera cette tâche de tenter d'expliquer au monde ce qui lui est arrivé. Cependant, nous nous efforcerons de nous baser, ne serait-ce que légèrement, sur l'arrière-plan des choses, pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Avant de poursuivre, je tiens à remercier le bureau de traduction Paul Janssen qui nous a fourni la traduction de ce très beau texte. Nous allons maintenant écouter le quatrième duo composé de Zélie Zeltz et de David Ramet. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Applaudir ainsi un homme qui se répand dans les passions les plus sombres, qui, après avoir écrit et plaidé un manifeste contre l'intolérance, se vautre dans la pire expression de celle-ci. Il me revient aujourd'hui de vous présenter un texte de Gilbert Collard, avocat d'une partie civile dans le procès de Klaus Barbie, dignitaire nazi. Ce n'est pas clair, non, ce n'est pas clair, et je dois vous avouer que ça m'empêche même de dormir, et manifestement de parler. Comment peut-on commencer sa carrière à l'extrême gauche, puis au Parti socialiste, au centre droit, pour terminer et pour se perdre dans les dérives racistes qu'il semble combattre dans ses plaidoiries à l'extrême droite? Vous me direz, le côté positif, c'est qu'après l'extrême droite, il n'y a plus grand-chose. Comment peut-on pourfendre le racisme et militer pour Marine Le Pen, qui le prône de manière à peine voilée, même si les mots sont peut-être mal choisis? Je suis traversé par une question qui relève autant de la physique que de la métaphysique, ou alors serait-ce la psychiatrie.
Effaré par ces questions semblant sans réponse, je me rends dans ma bibliothèque et je prends le dictionnaire médical du professeur Brousset. Schizophrénie récemment décompensée, neurosyphilis, troubles dissociatifs, coloscopie, gonorrhée, bref, cherchons ailleurs. Je retourne à nouveau dans ma bibliothèque, effaré, transi, tremblant, et j'agrippe le livre de François Noudelman, Le génie du mensonge. Dans cet ouvrage, l'auteur étudie 5 personnalités dont les comportements étaient en totale contradiction avec leur discours. Jean-Jacques Rousseau, qui va écrire un traité d'éducation grâce à l'abandon de ses 5 enfants. Kierkegaard, qui va composer des textes religieux alors qu'il vit en parfait libertin. Simone de Beauvoir, qui fonde sa philosophie féministe, tout en jouissant d'une relation servile avec son amant Nelson Aldren. Ou Deleuze, qui aimait les voyages et devint le philosophe du nomadisme. Alors doit-on parler d'incohérence, de paradoxe ou de mensonge? Car sachant que le plus complexe des mensonges, c'est celui que l'on fait à soi-même. Alors incohérence, certainement. Car comment peut-on coexister, comment peut-on faire coexister un antiracisme affirmé et un racisme décomplexé? La modernité voudrait dès lors que l'on parle de paradoxe, car dans le paradoxe, des propositions contraires coexistent au sein d'un même être et sont qualifiées de paradoxales, au contraire de l'incohérence, où les propositions antinomiques ne coexistent pas. Alors, délaissant la philosophie qui pose plus de questions qu'elle n'y répond, je reviens aux fondamentaux et j'agrippe un livre de déontologie de l'avocat. L'on peut y lire que l'avocat, au contraire du magistrat, ne doit pas être impartial, mais il doit être indépendant. Et ce, à plusieurs égards, et notamment à l'égard de son client, mais également de lui-même. Indépendant de lui-même et de ce qu'il croit, de ses peurs et de ses passions, de ses joies et ses convictions. L'avocat défend non pas sans croire, sans quoi il serait sans âme, mais sans embrasser ou rejoindre la thèse de son client. Et donc, ne pourrait-on pas dire qu'en plaidant une cause à laquelle il ne croit, non pas en son contenu, mais en le droit de son client d'être défendu, en le droit de disposer d'un avocat sans pour autant qu'il épouse sa cause, ne pourrait-on pas dire que Gilbert Collard est simplement, authentiquement, avocat? Alors non, 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 vous n'avez pas honte. Et vous avez raison. Il faut sauver Gilbert Collard, réhabiliter son humanité, l'éloigner de l'obscurantisme et le ramener vers la lumière. Et pour ce faire, une flamme, Zélie Sels. Madame Sels, vous avez la parole. Ils sont partis pour les camps de la mort le 6 avril 1944 de la colonie de vacances d'Isieux où ils se cachaient en chantant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Ces voix d'enfants, si elles viennent jusqu'à nous dans leur clarté fragile, disent tout de la lutte entre les faibles et les brutes. Klaus Barbie n'est plus là. Après 3 jours de son procès, il a fui l'audience. Sa place vide dans le box des accusés en dit long sur la lâcheté des brutes, sur leur surdité inhumaine, sur leur mépris, toujours actif des victimes. Il tourne le dos. Un déserteur au front de la justice. Voilà ce qu'est le tortionnaire. De ce procès, on aura tout appris et rien appris. Tout appris en ce sens que l'homme ordinaire, anormalement normal, desséché par le refus de l'autre, comme le diagnostiquent les psychiatres, peut se vautrer dans l'annihilation gustative, atroce, méthodique de son semblable, qu'il nie en tant qu'être humain. Rien appris en ce sens, et c'est l'impasse du sens, qu'on ne sait toujours pas comment la métamorphose horrible s'accomplit, qui transforme le petit employé en monstre historique. Je cherche la dignité des mots qui pourraient faire parvenir jusqu'à vous la réalité des souffrances, des humiliations, de la néantisation de l'être. Que sont les mots d'avocat pour raconter la nuit des âmes, l'assassinat des enfants, la déchirure d'une mère, d'un père, les trains à bestiaux humains,
les camps industriels de la destruction, la serpillisation des hommes. Que sont les mots pour dire ce que les mots n'avaient jamais imaginé? Le cri. Oui, le cri poussé dans un cauchemar par Sabina, qui, tournée vers le box vide, s'interroge, semblant voir son bourreau. Je le demande, les 44 enfants, c'était quoi? Des maquisards? Des résistants? C'étaient des innocents. Oui, ce cri enferme l'ogre de la Gestapo dans l'incommensurabilité de son crime. Elle a tout dit, tout pleuré, et la prétention de nos mots vides d'expériences douloureuses s'incline devant la mère des 44 victimes. Si nous sommes là, c'est que nous croyons appartenir à la civilisation de la parole. Le crime étant l'échec de la parole, la négation de l'autre. C'est pourquoi Jacques Vergès se permet beaucoup d'outrances. C'est pourquoi Klaus Barbie n'est plus là face aux fantômes de ses victimes. Chaque avocat dépose en ce lieu simplement un message. Les morts ne reviendront pas. Un message, celui des survivants, celui des parents des victimes, celui de la fragilité du bonheur. Des heures en famille, des heures sans la peur, des nuits sans les pluies, des silences sans les épouvantes, des visages sans les répugnances, des voisins sans les témoins délateurs. Nous avons le devoir, que cela plaise ou non, de rappeler à nos consciences confortables que si tout a commencé sans que l'on s'en aperçoive, ou pire, sans que l'on veuille s'en apercevoir, par le mépris, la lâcheté devant la réalité, l'indifférence, l'apeuré commerce politique des places à conserver, tout processus comparable n'est pas devenu tout à fait impossible. Ce n'était pas en 1941, mais 40 ans plus tard, qu'un instituteur écologiste, maladivement féru de nazisme et collectionneur de totems hitlériens, assassinait un enfant de 8 ans à coups de barres de fer et de poignards de combat. C'était non loin de la Sainte-Baume, en pleine Provence, à Auriol. Ce n'était pas un crime de fou, mais l'aboutissement idéologique minable d'une bande de tarés, les hommes du SAC, postiers, instituteurs, légionnaires, commerçants, des gens ordinaires, appréciés des voisins et amis de la police. C'était l'aboutissement d'un complot fomenté par un commando où l'on retrouvait ensemble, réunis par le principe du chef, le maître d'école. 3 postiers, un baroudeur déchu, un faux colonel. Bilan, 8 morts, dont le petit Alexandre, 8 ans, presque l'âge des enfants d'Isieux. Un mal microscopique à l'échelle du mal universel. Le gigantisme de l'horreur ne se fabrique-t-il pas à partir des individualités qui y concourent? On n'est pas en paix avec les démons de l'homme. On ne le sera jamais. Vous allez juger Klaus Barbie, son sort ne fait pas de doute, mais en même temps sa descendance. Les petits haineux de la vie, les concierges à cadavres, ceux qui persévèrent dans l'idéologie de la haine des autres. Soyons prudents, le monde n'a pas fini de nous faire frémir. Ce n'est pas seulement une période de l'histoire que vous allez juger à travers l'un de ces criminels, mais un système de salauds qui a, comme cela, des survivances ici et là sur la planète. Après avoir entendu les témoins, ceux de la baraque aux Juifs, ceux des interrogatoires impitoyables, ceux des crimes, ceux des déportations, ceux des humiliations quotidiennes, il ne nous reste d'audible que leur souffrance et leur incompréhension. Ce procès devrait nous obliger à répondre au regard suppliant du petit André. Pourquoi me veulent-ils tant de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Répondre « tu étais juif », ils étaient racistes, nazis, antisémites. Réponds, certes, mais ne dis pas tout. Car ces brutes étaient aussi des hommes, qui avaient des femmes, des enfants, des yeux pour ne pas pleurer. Pourquoi?
Au-dessus de cet abîme il nous faudrait pouvoir plonger dans les profondeurs ténébreuses de la conscience humaine pour comprendre. La nuit arrive à pas de loup avec les loups. L'enfant d'hier et d'aujourd'hui a peur des loups. Ici, on juge un loup dans une meute. Je n'ai aucun doute sur le verdict. L'enfant juif assassiné, ce sont tous les enfants du monde. Pour ce crime odieux, disent Dieu, il n'y a ni pardon, ni oubli à laisser entendre dans le chaos de son désespoir la folle de douleur, Sabinaz latin. Elle a raison. Un verdict ici, c'est une seconde de justice dans un siècle d'injustice, de violence, de crimes planifiés. À l'échelle gigantesque de l'horreur, c'est peu, mais dans l'ordre symbolique, c'est considérable. En fin de compte, au moment des comptes, c'est la civilisation du droit, de l'humanisme qui triomphe. On juge un salaud en y mettant des formes dont il fut toute sa vie incapable. Son inhumanité ne méritait pas tant d'humanité, simplement, et ce n'est pas rien, cet effort nous définit dans notre humanité. Un enfant nous y conduit par la main, du plus loin de la nuit des assassinés. Si seulement un instant, il nous était possible de voir cette ribambelle d'enfants s'en aller main dans la main, inoffensifs dans la lumière d'avril de ce petit village perdu dans les contreforts du budget, encadré de nazis goguenards pour les camps d'extermination, cet instant terrible à lui seul hurlerait le mal que notre colère a à demeurer dans les limites de la justice. Je n'ai pas de mots au moment de cette vision intérieure pour qualifier l'ordure nazie. Je suis à bout de mots. Qu'il crève en prison. Nous allons écouter maintenant le dernier duo, le cinquième et dernier duo déjà, composé de Ilyas Boukria et de Maître Karim Sedan. Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. C'est une phrase qui ce soir résonne, vous le sentez. Une phrase pleine de sens, forte mais abjecte, pleine de sens. Lorsqu'au cours de cette soirée, on se rappelle, on se remémore, on se recueille, on sait que l'homme avec un grand H, que la femme avec un grand F, que l'humanité est un prédateur naturel de notre humanité. Cet être humain sans scrupules, si son éducation ne lui en a pas muni, qui poursuit, si besoin, ses intérêts au détriment des autres. Celui que Freud qualifiait d'un être doté d'une forte somme d'agressivité. Eh bien, c'est lorsque notre humanité ne résonne pas à l'unisson, ne résonne pas au bien commun, à la somme de nos intérêts individuels, lorsque l'homme est cupide, autocentré, craintif, peureux, ignorant. C'est là qu'il laisse libre cours à ses bas instincts et devient bestial. C'est de cela que nous parlons ce soir. C'est de cela que parlait notre confrère feu Frédéric Clément de Cléty lors de l'un des procès d'Irwanda en Belgique. Et c'est cela que nous jugeons encore aujourd'hui. Maître Clément de Cléty était, pour ceux qui l'ont côtoyé de près, l'élite de notre barreau pénal. Un esprit vif, un génie, parti certainement trop tôt, lui qui était à l'apogée de son art. Celui qui nous anime, celui de plaider les causes de ses clients avec conviction, humanité, mais surtout avec beaucoup de style,
Sa plume est acerbe, ses paroles cinglantes. Son cœur déborde de ce degré de chaleur et d'humanité qui nous touche. Il y a 30 ans, et on vous l'a dit, un missile transperçait le ciel de l'aéroport de Kigali, venait frapper de plein fouet l'avion du président rwandais de l'époque, membre éminent de l'ethnie Hutu. Ce missile a fissuré notre humanité. Pour des raisons historiques, politiques, économiques, qu'il me serait bien trop long ce soir de vous expliquer, mais surtout pour aucune raison valable. Aucune raison valable pour que cet acte entraîne le massacre de l'ethnie Tutsi. 3 longs mois, 100 jours, 800 000 morts. C'est le très mal nommé génocide rwandais. Il s'agit plutôt du génocide Tutsi. C'est de ces faits que les juridictions belges, dans le cadre de leurs compétences universelles, ont eu à connaître, qu'ils ont encore à connaître aujourd'hui. C'est dans le cadre de l'un de ces procès que notre feu confrère a déclamé une brillante plaidoirie au soutien d'une association de veuves Tutsi. C'est cette plaidoirie que tu as la charge, mais aussi l'honneur de déclamer, Elias, ce soir. Je profite des quelques secondes qui me restent pour te dire que tu n'es pas Frédéric Clément de Cléty. Tu le sais, Elias, tu n'es pas lui. Mais ce qui est certain, c'est que tu en as le talent, tu en as la verve, tu en as la hargne et tu en as la sensibilité. Ça a été un honneur pour moi de travailler sur ce projet avec toi. Je te laisse la place. Je voudrais vous raconter une histoire que vous n'avez pas encore entendue. Cette histoire, c'est celle d'un séminariste, Gaspard. Il a dû quitter sa commune, son village pendant le génocide. Laissez-moi vous raconter la journée de son retour. Ce village s'appelle Niaroubié. Le parvis de l'église est dominé par un immense Christ blanc qui tend les bras au-dessus des cadavres. Ces cadavres qui semblent griffer les escaliers de pierre. En un mois, les fleurs ont poussé. Insolentes, les marguerites, les giroflées montent plus haut que les corps étendus. Le parfum des roses, des glaïeuls semble vouloir dissimuler l'odeur de la mort. Mais rien n'y fait. Des dizaines, des centaines de corps gisent là. Les uns semblent avoir été immobilisés en pleine course, en pleine fuite. Des mollets se tendent encore, des bras sont jetés vers l'avant, des bouches s'ouvrent en un dernier cri. Au-delà du sentier, il y a les femmes. On les reconnaît aux cotonnades bleues de leurs robes. On les distingue aussi à ces petites silhouettes encore accrochées à leurs reins, à ces corps minuscules qu'elles semblent vouloir protéger jusqu'au-delà de la mort. Celles qui devaient être les plus jeunes ont le ventre gonflé, d'où linceul pour des enfants qui ne connaîtront pas l'horreur. Du côté des bâtiments, il y a les hommes. Leurs corps sont empilés dans un appentis de la maison. Ils montent jusqu'à mi-hauteur de la pièce sombre. Partout, il y a des vêtements épars, comme si les suppliciés avaient été déshabillés avant de mourir. De pauvres vêtements tachés de sang. Des chaussures dépareillées qui traînent sur le sentier dans le couloir du couvent. Et puis, il y a les salles de classe. Une carte de l'Afrique rouge sang est dessinée à la craie sur un tableau. Des équations inutiles, des leçons de vocabulaire. Entre les bancs de bois, on marche littéralement sur les corps d'enfants. Les petits, la tête à moitié tranchée, ont glissé de leurs bancs. Ils sont couchés sur l'estrade et les visages mutilés ressemblent à des petites boules de cendre. C'est en poussant un cri d'effroi que Gaspard retrouve sa chambre de séminariste. Le courrier qui lui était destiné,
son agenda. Le petit carnet est encore rouge. Le dernier jour avant de prendre la fuite, Gaspard avait écrit « Cette fois, il n'a plus d'espoir. » À côté de son carnet, maculé, gît un corps d'enfant encore emmailloté. La tête manque. Sur le mur d'en face, imprimée une large trace de sang. Ici, on a tué comme ailleurs on déboise, méthodiquement. On a tué comme on sarcle un jardin, extirpant jusqu'à la moindre racine, jusqu'au tout petit enfant, au dernier fœtus. Monsieur le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, Madame la présidente du jury, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est volontairement que je vous ai raconté pour commencer une histoire qui n'est pas celle que vous avez entendue. Nous avons entendu parler de Boutaré, de Sauvou. C'est tout proche, Boutaré et Sauvou, 5 à 10 minutes en voiture, pas plus. Alors, j'ai voulu vous rappeler que cette histoire pourrait s'intituler « Chronique d'une journée ordinaire au Rwanda en 1994 ». Parce que ce n'était pas seulement à Boutaré, ce n'était pas seulement à Sauvou. Le Rwanda en 1994, c'est un pays qui est à feu et à sang, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ce fut comme ça partout. Cette chronique que je viens de vous lire, aurait pu être celle d'une commune quelconque de Boutaré. C'est la répétition des mêmes faits, la répétition des mêmes gestes dans un pays entier dévasté par la haine. Partout, des montagnes de la Virunga jusqu'au sud, on a tué, on a violé, on a exterminé, on a arraché jusqu'à la plus petite mauvaise herbe. On l'a fait scientifiquement, mieux que les nazis. C'est d'ailleurs ici une considération qui doit être formulée pour commencer. C'est que la plus grande erreur que nous puissions faire dans ce procès, ce serait de considérer que c'est un problème africain. Ce n'est pas un problème africain. C'est un problème de l'humanité. C'est un problème de l'humanité comme on en a vu chez nous. C'est un problème de l'humanité comme celui des nazis, comme celui de Pol Pot au Cambodge, comme celui de la guerre d'Espagne, comme celui qui s'est passé près de chez nous, en Yougoslavie. En Yougoslavie, il y a des voisins qui vivaient en parfaite entente, qui se sont entretués. On a brûlé des enfants sur des plaques électriques. C'est un problème de l'humanité. Ce n'est pas un problème africain. Alors, vous savez, c'est important, parce que toute notre société, et on vous l'a évoqué hier, monsieur l'avocat général, vous l'évoquez hier encore, toute notre société repose sur un principe, sur un serment, le « plus jamais ça ». Ce serment, c'est celui que la communauté internationale, que tous les êtres humains vont faire en 1945, lorsqu'on découvre l'horreur des camps de concentration. Plus jamais ça. Et pourtant, au Rwanda, il y a encore eu ça. Probablement 800 000 à 1 million de personnes tuées en 13 semaines. Et tout ça avec des moyens dérisoires. Des moyens dérisoires, mais une machine génocidaire savamment préparée. Parce que le message de haine était répandu de longue date. Parce que des milices étaient entraînées. Parce que tout était prêt. C'est pour cela qu'avec des moyens dérisoires, ils ont dépassé en horreur et en efficacité tous les autres génocides que ce siècle a connus. On parle donc de procès extraordinaires, de procès historiques, de procès hors du commun par l'horreur. Lorsque vous lisez des récits de femmes, de mes clientes qui racontent comment elles ont vu leurs enfants se faire découper à la machette devant elles, qui vous racontent comment elles ont été jetées dans des fosses communes, qu'elles se sont réveillées avec le sang à la bouche et qu'elles se sont échappées en rampant. Quand vous lisez un témoignage comme ça, et puis 2, et puis 5, et puis 10, et puis 20, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. À un moment donné, cela devient insoutenable. On a dit le mot, mais je le regrette. Sans doute avons-nous trop galvaudé notre belle langue. Mais c'est bien ce mot-là qui est le seul. Insoutenable. Alors voilà. La stratégie de la défense, cela va être le doute. Ils vont vous dire qu'il y a doute.
Ils vont relever des contradictions entre les témoignages. Ils vont insister sur des divergences entre ces témoignages. Ils vont vous dire que s'il y a divergence, que s'il y a contradiction, il y a doute, et que le doute doit profiter aux accusés et qu'ils doivent être acquittés. Mesdames et messieurs les jurés, c'est un raccourci extrêmement dangereux dans lequel vous ne tomberez pas. Car sinon, je peux vous assurer qu'aucune personne dans ce pays ne sera jamais condamnée par un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Ce à quoi vous devrez arriver, c'est à vous forger une intime conviction. Et cette intime conviction, vous l'obtiendrez. Et vous vous la ferez en confrontant des témoignages, des dépositions, des déclarations des accusés, des faits et des pièces. Et lorsque vous aurez fait cela, je suis persuadé que votre intime conviction sera la même que la mienne, c'est-à-dire la certitude dans la culpabilité des 4 accusés. Je voudrais vous partager mon sentiment à propos de ce procès. Le sentiment que j'ai depuis le premier jour. Il y a un mot en Kinyarwanda qui est Inzoka. Inzoka, ça veut dire les serpents. Vous vous souviendrez, les discours des exterminateurs. Il faut tuer les serpents. Les serpents, c'est les Tutsis. Il faut tuer les enfants des serpents. Eh bien, jamais. Jamais je n'ai eu pareil sentiment à l'égard d'accusés. J'ai défendu des accusés dans le passé. J'ai défendu des victimes. Jamais des accusés ne m'ont fait l'impression que ceci me laisse. Depuis le tout premier jour. Je dois vous dire que ces accusés me glacent. J'ai vraiment l'impression d'avoir derrière moi 4 serpents. Ils en ont la fausseté, ils en ont la froideur. Je suis accablé par ce manque total de prise de conscience, aussi petite soit-elle. Pour finir, je voudrais citer Bertrand Poirot-Delpech. Et pourvu que la justice reste le petit point fixe, la lueur de braise, la petite lumière jaune sous une porte qu'on est bien content de ne pas perdre de vue la nuit. Vous vous rappellerez peut-être dans votre enfance de la peur de la nuit, de la peur du noir et de cette petite lumière rassurante en dessous de la porte. Je voudrais vous demander de faire justice, mesdames et messieurs les jurés. Je vais vous demander de condamner ces 4 personnes, ces 4 accusés. Je vais vous demander de faire justice et lorsque vous aurez fait justice, vous ne rendrez pas à mes clientes la lumière, mais votre justice sera ce petit ray de lumière en dessous de la porte. Bravo à tous et à toutes. Monsieur Van der Merch, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, chers plaideurs, quelle densité, quelle profondeur, cette petite lumière au milieu d'une terrible noirceur. Je pense que nous avons assisté ce soir, oui, sans doute, à un exercice de plaidoirie. Mais n'est-ce pas avant tout un exercice d'humanité à laquelle nous avons assisté? Retrouver un début d'humanité après les tragédies les plus profondes, où l'homme a perdu toute humanité. Et quand je parle de l'homme, c'est la victime qui s'est trouvée réduite à l'état d'animaux. On a évoqué de serpents, de cancrelats, à l'état de sous-humains. Et que dire des auteurs, où par leur barbarie, ils ont perdu toute humanité. On dit que et c'est le droit, que les crimes contre l'humanité, le génocide, les crimes de guerre sont imprescriptibles. Cela doit nous rappeler
qu'il s'agit qu'on ne peut pas tourner la page, qu'on ne peut pas passer ces crimes par les comptes de profit et de perte de l'humanité. Alors, je voudrais vous entretenir un peu maintenant à la lumière de ce qui a été brillamment exposé, mais profondément, humainement exposé, peut-être se poser des questions sur quelle peut être la place, quel peut être le sens de la justice après l'horreur absolue. Une justice qui, on le sait, n'a pas pu prévenir les crimes. Elle ne pourra pas davantage les réparer. Alors la justice, nous sommes bien placés pour le savoir, la justice est tellement décriée, critiquée, et souvent à bon droit. Elle est lente, elle n'a pas les moyens, le temps, elle met du temps. 6e procès, Rwanda qui commençait ce lundi, et pour les victimes, c'est le premier procès, c'est leur procès. Imaginez le temps qu'il a fallu attendre pour avoir enfin ce procès. Alors oui, la justice, faut-il y croire à la justice par rapport aux crimes de masse? On sait très bien qu'elle ne pourra jamais juger tout le monde. Et pourtant, moi je pense que la justice a quand même une qualité importante. Elle a cette qualité de pouvoir créer le lieu, ce forum, où l'on va donner la parole à tous, c'est-à-dire d'abord aux personnes directement impliquées, victimes, témoins, accusés, et à leurs avocats, on l'a bien entendu, avec la liberté de parole qui est le propre de l'avocat. Et on va donner cette parole sans préjugés. On va d'abord écouter. Alors le procès, c'est d'abord ça. C'est d'abord d'essayer d'écouter ce qu'il s'est passé. Et de façon paradoxale, c'est peut-être la première mission la plus difficile. Là, je reprends ma casquette de juge d'instruction que j'ai été à l'époque dans les affaires Rwanda. Je me suis toujours dit, le plus difficile, ça va de faire réaliser en justice que cela a pu avoir lieu. Ça dépasse l'entendement. Comment faire entendre ce qui dépasse l'entendement? Alors vous savez, un génocide, ben oui, c'est souvent un chiffre avec beaucoup de zéros après. Tellement de victimes qu'on ne sait plus les dénombrer. On parle pour le Rwanda de 800 000 à 1 million de morts. Beaucoup de zéros. Le génocide aussi, pour les juristes, ben c'est une définition juridique. C'est commettre des meurtres, des atteintes à l'intégrité physique, différentes autres, des viols, dans une optique déterminée, dans une intention déterminée de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, national, politique, pas politique, excusez-moi, religieux ou racial. Lors du procès, un génocide, c'est l'évocation qu'on a entendue. C'est toutes ces personnes anonymes qui retrouvent une identité, dont on va retracer le parcours de vie qui, à un moment donné, s'est arrêté, à un moment donné a été brisé, à un moment donné a été massacré. Toutes ces victimes, quelque part, elles retrouvent, à travers le procès, un visage. Alors je peux vous dire qu'au cours de mes enquêtes, j'ai toujours le souvenir de cette maman. C'était un fantôme. Cette dame, elle avait perdu son mari, elle avait perdu tous ses enfants qui avaient été massacrés. Elle avait été jetée dans une fosse. Elle avait reçu elle-même un coup de machette, mais elle avait survécu. Et cette personne nous disait, mais je ne sais même pas pourquoi je témoigne. Je ne sais même pas. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de raison de vivre. Et pourtant, elle a quand même témoigné.
Elle a raconté, elle était au cœur du cyclone. Ce n'était pas un cyclone, c'était des massacres, au cœur des gens qui tuaient. Elle était un témoin direct. Et elle nous raconte sur un ton monocorde. Nous prenons sa déposition, c'est évidemment un témoin direct des faits. Et à la fin, au moment où on relit l'audition, et vous savez, au moment où on est un peu dans une phase plus informelle, je l'entends murmurer en disant « Mais je ne sais pas pourquoi je suis encore là. Je voudrais tellement que mes enfants soient là, moi, peu importe, mais eux. Et puis, si j'ai survécu, c'est parce que l'enfant que je portais sur le dos a amorti le coup de machette. » C'est ça, les crimes dont on parle. C'est ça un génocide. C'est ça qu'on doit juger et qu'on aurait tellement envie de ne pas entendre. C'est insupportable, c'est insoutenable. Je me souviens, lors du procès, vous savez, on expose, on avait des photos. Oui, on a pris des photos des faits. Enfin, des faits, c'était non. C'était les photos de l'église, les photos des cadavres. Je me souviens que certains jurés, à un moment donné, ne pouvaient plus. Dans un réflexe, ils se cachaient le visage. C'était insupportable. On aurait pu réagir en disant « Mais c'est ce qu'ils doivent juger. C'est précisément ce qu'ils doivent juger. Et cette réalité, ils ne veulent même pas la voir en face. » Moi, je me disais au contraire, heureusement que ça nous reste insupportable. Vous vous rendez compte, si à un moment donné, on se disait « Non, c'est plus supportable. » Au fond, oui, c'est arrivé, on va juger ça. Hein, c'est quand même inconcevable. Mais non, ça doit... C'est insupportable. Et de temps en temps, nous tous, hein, on éteint le journal télévisé, hein, on ne peut plus. J'ai envie de dire, heureusement, ça reste encore assez humain que cela nous soit insupportable. Et donc, dans le procès, on va donner la parole aux différentes personnes impliquées directement. Alors d'abord, on donne la parole, et ça commence souvent par ça, pour connaître les faits, on va donner la parole aux victimes ou aux proches des victimes. Ces victimes qui arrivent avec des récits plus que lourds pour nous, mais alors que dire pour elles? On n'imagine pas l'humiliation, la honte de subir ce qu'on subit lorsqu'on est traité comme un animal, lorsqu'on est violé. Tout cela, oui, il faut le témoigner en audience publique. Il faut un fameux courage. Il faut une fameuse confiance aussi, quelque part dans la justice. Et puis je vous l'ai dit à travers ce témoignage de cette maman, c'est la culpabilité d'avoir survécu. Pourquoi moi je suis encore là et pourquoi les autres ne sont plus là? Quand vous n'êtes pas accusé de dire « oui, mais si tu as survécu, c'est peut-être parce qu'il y a certains Tutsis qui ont été épargnés, qui ont été protégés par des tueurs. Et plus vous étiez haut dans la hiérarchie des tueurs, plus vous pouviez vous permettre de faire une exception ou l'autre. » Il y a ces victimes, je les qualifie de victimes. Mais si toi, tu as survécu, c'est pas parce que tu étais un peu bien avec eux, c'est pas parce que finalement tu collaborais bien, tu étais de leur côté. Finalement, on reproche aux victimes d'avoir survécu. Donc la prise de parole des victimes, c'est quelque chose de difficile, de lourd, mais essentiel dans le procès. Ne fût-ce que pour savoir ce qui a été commis. Et puis, oui, on donne la parole aux témoins. Alors je parle ici des témoins qui ne sont pas victimes, c'est-à-dire des témoins qui appartiennent souvent à l'autre groupe. Alors au Rwanda, tout le monde n'a pas tué. Tout le monde n'a pas collaboré. Même si une frange non négligeable de la population a participé au massacre. Mais tous ces témoins c'était des Hutus qui circulaient librement, qui n'étaient pas menacés, eux. Témoins essentiels, évidemment, parce qu'ils pouvaient voir. Mais quand vous vouliez les interroger,
Heureusement, il y en a certains qui courageusement ont répondu à nos questions. Mais en répondant, en témoignant, c'était accuser des frères, des sœurs, des amis, et pas au sens figuré du terme, au sens vrai du terme. Et puis, quoi? Vous avez été témoin de cela? Quoi? Vous avez vu le massacre juste là, à 10 mètres? Et vous n'avez rien fait? Non-assistance à personne en danger? Comment vous n'avez rien fait? Alors évidemment, il est beaucoup plus confortable de dire « j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien à dire ». Et là, je voudrais quand même souligner qu'un nombre non négligeable de témoins ont témoigné. Ça, c'est aussi le procès. Et puis enfin, le regard, la parole se dirige vers les accusés. Les accusés, on en a parlé, on a entendu d'ailleurs à travers les plaidoiries ce qu'en pensaient les plaideurs. Ces accusés qu'on qualifie évidemment de monstres, de brutes sanguinaires, de bourreaux, de bouchers, de malades, peut-être aussi. Comme s'ils appartenaient à un autre monde. Alors moi, je me rappelle les titres des journaux la veille du premier procès d'assises, procès dans lequel maître Clément Cléty a plaidé. Il marqué les gros titres « 4 génocidaires devant la cour d'assises de Bruxelles ». Bravo pour la présomption d'innocence. Hein. Mais je me suis dit, si on les qualifie de bouchers, de brutes sanguinaires, de malades, ils vont tous être acquittés. Moi, je les connaissais, hein, je les avais entendus, j'avais quand même passé pas mal de temps avec eux. C'était pas des brutes sanguinaires dans le sens où on l'entend. Autrement dit, ils n'avaient pas la gueule de l'emploi. Je rappelle que c'était un prof d'UNIF, mal barré pour moi. C'était un ancien ministre, il y a peut-être quelques anciens ministres ici, enfin je ne sais pas, et 2 religieuses, peut-être pas tellement religieuses, mais a priori pas des gens que vous attendiez devant une cour d'assises dans le box des accusés. Eh bien la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes qui étaient des gens, et j'ose le dire, comme vous et comme moi, se trouvent aujourd'hui, se trouvaient hier dans le box des accusés. Alors évidemment, il y a le contexte, et Dieu sait comme il était invoqué. Il y a le contexte d'extrémisme, le contexte qui s'est développé, peu à peu au Rwanda, mais on a évoqué aussi le contexte du nazisme, de la montée du nazisme. On aurait pu développer également le contexte, notamment du génocide arménien. Il y a évidemment toujours un contexte. Un contexte, il faut le reconnaître, particulier. D'ailleurs, tous les génocides, malheureusement, ont toujours eu en toile de fond un conflit armé. Conflit armé où tuer quelqu'un devient tout à fait légal. Hein. Je tiens à rappeler, c'est quand même bizarre que l'humanité ne soit pas plus loin, mais l'humanité tolère aujourd'hui qu'on puisse tuer avec préméditation, avec planification, le soldat en face. Il y a comme la nuance, évidemment, mais ça, c'est pas un crime, hein. C'est la guerre. Mais souvent, évidemment, la guerre abrite d'autres crimes. Et évidemment, la guerre, ce n'est pas parce qu'elle abrite d'autres crimes qu'elle les justifie, bien entendu. Et donc, fort de ce contexte, combien d'accusés ne m'ont pas dit, mais, monsieur le juge, c'était tuer ou être tué. Vous vous rendez compte dans quel contexte? Si on s'opposait au massacre, on y passait également. Pas tout à fait vrai. On a vu beaucoup de gens qui n'ont pas tué, qui n'ont pas eu d'ennui pour autant. Il y en a qui se portaient malades, il y en a qui se sont déplacés, il y en a qui trouvaient les moyens pour ne pas devoir faire le travail. Pour ne pas collaborer, en fait. Heureusement, dans nos contrées, tout le monde n'a pas été collaborateur. Non, il y a possibilité, sans être spécialement un héros résistant, il y a moyen de ne pas être aussi collaborateur.
Alors se pose la question évidemment de la responsabilité individuelle. Ça c'est le procès. Le procès, ce n'est pas le procès du génocide, c'était le procès d'accusés déterminés qui se trouvaient devant les jurés. La place de la responsabilité individuelle, mais c'est vraiment une question essentielle dans le procès. Vous savez, lorsque le pouvoir devient criminel, parce que dans tous ces cas, ça vient d'en haut, les ordres. Les ordres criminels viennent d'en haut. Lorsque le pouvoir devient criminel, il faut avoir de solides repères soi-même individuels. Alors ces repères, on ne les construit pas lorsqu'on est dans ce qu'ils vont qualifier le chaos, quand on est dans le cœur de la guerre, dans le cœur du conflit, dans le cœur des massacres. C'est évidemment bien avant. C'est peut-être maintenant, aujourd'hui, ce soir, qu'on doit penser à se construire ces repères solides. Parce qu'on sait très bien que l'extrémisme génère la violence, génère l'extrémisme en face qui va nourrir encore davantage l'extrémisme, et qu'à un moment donné, parce que qu'est-ce que c'est l'extrémisme? C'est se construire contre l'autre. Ce n'est pas se construire avec l'autre, c'est se construire contre l'autre. Et à un moment donné, il n'y a plus place pour deux. L'autre, c'est l'origine de tous nos soucis. Au Rwanda, on a dit, mais il n'y a plus, vous savez, il y a quand même beaucoup de monde au Rwanda, il n'y a plus place pour deux ethnies. C'est eux ou c'est nous. Mais quand on applique ça, c'est eux ou c'est nous, mais c'est ça le génocide. Et alors, dans le procès, quand on regarde, quand on s'adresse, quand on voit les accusés, quand on les interpelle, ils invoquent tout ce contexte particulier. Et puis vient une question terrible. Parce qu'on écoute les accusés, on écoute dans quelles circonstances concrètes ils étaient. Et puis vient la question redoutable. Qu'auriez-vous fait à leur place? Cette question, on me l'a posée, moi, en tant que juge. Des amis des accusés m'ont dit, au nom de quoi vous vous permettez finalement de mettre sous mandat d'arrêt, de mettre en accusation, entre guillemets, les amis dont je suis convaincu qu'il est innocent, etc. Et puis même, parce que, bon, ils reconnaissaient certaines choses, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Qu'auriez-vous fait à leur place? Qu'une seule réponse. Je n'étais pas à leur place. Donc, il faut à leur place, je ne sais pas. Mais question quand même redoutable. D'abord, la poser à un juge, ça veut dire, si vous-même vous êtes capable du pire, il ne faut pas juger, il faut acquitter tout le monde. Jusqu'à nouvel ordre, on ne juge pas les gens en disant ils sont meilleurs ou moins bien que moi. On regarde, est-ce qu'ils ont commis une violation de la loi pénale, oui ou non? C'est ça qui doit rester le critère. Mais la question est quand même redoutable. Qu'auriez-vous fait à leur place? Ça veut dire que dans des circonstances telles, il devient normal de tuer des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes sans défense, des civils. Ça devient normal. Il faut se rendre compte du contexte. D'ailleurs, vous auriez été capable de le faire aussi, donc on a presque envie de dire, où est le problème? Alors moi j'ai une autre lecture de cette question, parce que c'est souvent un silence, et c'est normal. On se pose la question. Et c'est bien d'avoir ce silence, de dire, est-ce que si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors je peux vous dire qu'il y a quand même un repère. Le droit humanitaire est très clair. On ne commet pas de crime. Et à force de crimes contre l'humanité, de génocide, non, on ne tue pas des femmes, des enfants, des choses, parce qu'ils appartiennent à notre vie, même si on reçoit les ordres d'en haut. Donc je dirais, là, le droit, au moins, il est clair. Ce sont des crimes, et ce sont les crimes les pires. Mais accepter de se poser la question, pour moi, ce n'est pas banaliser. Ce n'est pas accepter qu'on puisse banaliser ça. Ça nous renvoie peut-être à notre fragilité.
Et ça, c'est peut-être une bonne chose. Se rendre compte qu'on serait tous peut-être capables de tuer nos voisins, mais qu'on peut aussi se donner les repères, travailler, se souvenir le plus jamais ça pour se donner le cadre pour précisément ne pas rentrer dans ces logiques que je qualifie des logiques génocidaires. Alors oui, c'est sans doute un peu résister, mais c'est peut-être un peu moins que résister aussi, c'est simplement ne pas commettre de crimes, mais dans certaines circonstances, ça semble ne plus être aussi évident que cela. Et c'est ça que révèle peut-être le procès. Alors le procès, c'est ce lieu où on peut essayer de faire émerger, de faire dire l'indicible. On a parlé souvent d'indicible, pourtant vous avez parlé. On n'a pas fait simplement un silence ce soir. On a mis des mots là-dessus. C'est dire ce qu'il y a lieu. L'entendre, c'est le procès public, c'est entendre ce qui a été dit, entendre ce qui dépasse l'entendement, et puis reconnaître par le verdict, à un moment donné, oui, qu'il y a des coupables, ou qu'il y a des innocents, éventuellement un acquittement. Enfin, ce n'était pas un tremblement de terre, donc il y avait quand même peut-être quelques auteurs, alors j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Non. Enfin bon, de toute façon, la vérité a été dite au terme du procès. Alors, la vérité judiciaire, on sait bien que la vérité judiciaire n'est que la vérité judiciaire. Mais la vérité judiciaire, au terme de tels procès, a le mérite d'être une vérité partagée publiquement. Alors, quelle est cette vérité? Il y a eu génocide. Il y a eu des coupables, ce n'était pas un tremblement de terre. Et s'il y a des coupables, il y a des victimes. Et il y a eu des victimes. Ce processus de reconnaissance permet quand même la construction d'un récit commun. Et c'est pour ça que je pense, on a eu le témoignage ce soir, c'est que le procès est quand même une de ces premières étapes. Ce n'est pas la seule, il y a d'autres forums, d'autres lieux où on peut aussi dire l'indicible, entendre ce qui dépasse l'entendement et reconnaître. Les commissions de rétablissement de vérité et de rétablissement de la paix, c'est aussi d'autres forums qui permettent cette expression, mais pour arriver à une vérité commune et publique. L'autorité, la chose jugée, oui, c'est jugé et c'est tenu pour vrai. Et donc je disais que c'était, et je terminerai par là, peut-être une des premières étapes pour la mémoire. La mémoire étant, la mémoire pour ma part, c'est convoquer le passé au présent pour essayer de mieux se déterminer dans l'avenir. Alors c'est je crois ce qu'on a fait ce soir, c'est convoquer le passé au présent pour essayer de mieux se déterminer dans l'avenir, mais au vu de ces derniers jours, c'est loin d'être gagné. Alors avant de clôturer cette magnifique soirée, quelques remerciements. D'abord, merci à Maître Simon Menskart d'avoir servi d'intermédiaire entre la conférence du jeune barreau et l'association qui nous a fourni ces excellents orateurs ce soir. Merci aux orateurs, aux oratrices, aux coachs. Merci à M. Van der Merch, vous tous qui avez su nous prendre par la main et nous guider à travers le passé. Merci à la commission administrative de la conférence du jeune barreau, qui sont là sur les côtés. Merci à M. Anthony Lackner, qui assure la captation de cette soirée pour les générations futures, peut-être. Et merci surtout à vous,
Merci à vous d'être venus écouter et d'être venus vous souvenir pour ceux qui ne le peuvent plus.